Ils appelèrent l'humanité les singes nubiens avant de lui accorder un nom officiel dans les registres de la Confédération galactique. Ce n'était pas une insulte, du moins pas selon leurs standards. C'était une classification, froide, précise, définitive. Une espèce bipède, sans carapace, sans fourrure protectrice, issue d'une planète instable, où la tectonique, le climat et même l'orbite semblaient conspirer contre toute forme de stabilité durable, une aberration statistique ayant survécu contre toute logique. Lorsque la délégation humaine entra dans la salle des convergences, les rires furent immédiats. Ils ne prirent pas toujours la forme de sons. Chez certaines espèces, c'était un clignotement chromatique, chez d'autres une vibration de membrane, ou un pic d'activité neuronale que les traducteurs universels rendaient par un simple mot, moquerie. Les humains, eux, entendaient des échos métalliques, des chuintements cristallins, des pulsations graves qui résonnaient dans leur cage thoracique. La salle était un prodige technologique. Suspendue dans le vide spatial par des champs gravitationnels auto-stabilisants, elle ne reposait sur rien de tangible. Des plateformes translucides flottaient à différentes hauteurs, chacune adaptée à une espèce précise. Atmosphères multiples, pressions variables, spectres lumineux incompatibles coexistaient sans jamais se mélanger. Tout était calculé, tout était contrôlé. Sauf la plateforme humaine. Standard, neutre, suffisante. Le docteur Elias Moreau se tenait droit, les mains jointes derrière le dos. Ingénieur de systèmes complexes, diplomate par obligation politique, il avait été choisi moins pour son éloquence que pour sa capacité à ne pas paniquer face à l'absurde. Autour de lui, les autres représentants humains tentaient de masquer leur malaise. Leur combinaison était solide, fonctionnelle, visiblement matérielle là où les enveloppes saliens semblaient faites de lumière, de brume ou de matière programmable. Voilà donc l'humanité, déclara une voix synthétique aux harmoniques multiples. Ils ont quitté leur système stellaire sans assistance extérieure, en moins de 2 siècles, statistiquement improbable, biologiquement inefficace, ajouta une entité d'Ectarie, dont le corps cristallin pulsait doucement. Leur cognition repose encore sur des réactions chimiques instables. Les émotions interfèrent avec la logique. Elias inspira lentement. Les capteurs de la salle mesurèrent son rythme cardiaque, la microtranspiration de sa peau, la dilatation de ses pupilles. Il sentit l'analyse se faire, impitoyable. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda une conscience collective des Ilna. « Vous n'optimisez rien, vous ne prédisez rien, vous improvisez. » Elias fit un pas en avant. La plateforme s'ajusta immédiatement à son poids. « Nous sommes ici, » répondit-il calmement, « parce que nous avons survécu. » Un silence suivit. Pas un silence humain, mais un arrêt momentané de milliards de processus cognitifs. La phrase ne correspondait à aucun modèle connu. « La survie n'est pas une finalité », répliqua finalement le haut coordinateur de la Confédération, une intelligence distribuée sur plusieurs systèmes stellaires. La perfection fonctionnelle leste. Des rires parcoururent de nouveau la salle. Malgré tout, l'humanité fut intégrée. Officiellement. Statut. Espèce associée de niveau 3. Un rang honorifique, presque décoratif, suffisant pour observer, insuffisant pour décider. Les humains n'étaient ni une menace, ni une ressource stratégique. Juste une curiosité. Elias passa les semaines suivantes à voyager entre les mondes de la Confédération. Il vit des cités construites dans des nébuleuses ionisées, des flottes capables de recalculer leur trajectoire avant même que l'espace ne se déforme, des sociétés entières gérées par des intelligences prédictives, capables d'anticiper les besoins d'une population avant que celle-ci n'en prenne conscience. La technologie alien n'était pas seulement avancée, elle était totale, invisible, omniprésente. Elle ne tombait jamais en panne parce qu'elle avait été conçue pour que le concept même de panne n'existe plus. « Pourquoi conservez-vous des systèmes manuels ?» demanda un archiviste synthétique à Elias, alors qu'ils observaient une équipe humaine réparer un module d'habitat avec des outils physiques. Une IA pourrait accomplir cette tâche avec une efficacité supérieure, parce que parfois, répondit Elias, l'IA n'est pas disponible. L'archiviste marqua une pause, puis classa la réponse comme anomalie culturelle non pertinente. Ce que les aliens ne comprenaient pas ou ne jugeaient pas utile de comprendre, c'était la manière dont les humains concevaient leurs machines. Elles étaient redondantes, imparfaites, délibérément simples. Là où la Confédération recherchait l'élégance absolue, l'humanité privilégiait la réparabilité. Là où les aliens éliminaient le hasard, les humains vivaient avec. « Votre technologie est primitive », déclara un officier exorène lors d'un exercice conjoint. « Pourquoi conserver ces générateurs autonomes »
alors que notre réseau énergétique central est infaillible. Elias haussa les épaules, parce que s'il s'arrête, on aura encore de la lumière. Le Xoren émit un rire sec. Rien d'infaillible ne s'arrête. Cette certitude était le socle de la Confédération. Une foi absolue dans l'algorithme, dans la prédiction parfaite, dans l'idée que chaque variable pouvait être contrôlée, chaque événement anticipé. L'humanité, elle, venait d'un monde où rien ne l'était jamais. Elias se souvenait de la Terre, des pandémies, des guerres, des effondrements économiques, des catastrophes naturelles, de cette leçon répétée à chaque génération, demain peut tout casser, et de cette autre, plus discrète mais plus durable, on réparera après. Son grand-père lui avait un jour montré comment réparer une radio avec un fil de cuivre et un vieux ressort, pendant une tempête qui avait coupé toute l'électricité du quartier. Ça n'a pas besoin d'être parfait, avait-il dit, juste assez bon pour fonctionner. Dans la Confédération galactique, cette philosophie faisait rire. Puis vint l'annonce de la mission d'expansion Oméga, un projet colossal. Une démonstration de force technologique destinée à prouver que la Confédération avait dépassé toute limite connue. Une flotte entièrement automatisée, pilotée par des intelligences artificielles interconnectées, devait traverser une région instable de l'espace encore inexplorée. Aucun équipage biologique, aucun risque, aucun imprévu. Les humains furent invités à participer, comme observateurs. Vous apprendrez, déclara le haut coordinateur, et vous verrez ce que devient une civilisation lorsqu'elle n'a plus besoin de bricoler pour survivre. Elias accepta sans hésiter, pas par fierté, par intuition. Quelque chose, dans cette confiance absolue, le dérangeait profondément. Les systèmes étaient magnifiques, oui, mais trop parfaits, trop dépendants d'un équilibre que personne ne savait réparer autrement qu'en consultant une machine. Lorsque la flotte Oméga quitta l'espace sécurisé de la Confédération, Elias observa les flux de données défiler devant lui. Chaque paramètre était optimal, chaque probabilité maîtrisée, tout fonctionnait, les aliens riaient encore, et l'humanité, silencieuse, regardait les machines briller dans le vide, sans savoir que, quelque part au-delà des calculs, l'imprévu attendait déjà. La flotte Oméga était une cathédrale de logique. Des milliers de vaisseaux, tous différents dans leur fonction mais identiques dans leur perfection, glissaient à travers l'espace comme les composants d'un seul organisme gigantesque. Aucun éclairage superflu, aucune structure visible inutile. Chaque surface était optimisée, chaque courbe calculée pour minimiser les contraintes quantiques et maximiser l'efficacité énergétique. Rien n'avait été laissé au hasard, parce que le hasard, dans la Confédération galactique, n'existait plus. Elias observait la flotte depuis la baie panoramique de la station d'observation humaine. Une structure modeste, arrimée à distance respectueuse du noyau opérationnel alien. Les flux de données défilaient devant ses yeux via l'interface neurale temporaire qu'on lui avait assignée. Vitesse, pression hyperspatiale, cohérence des champs, stabilité des IA centrales, tout était vert, toujours vert. Les probabilités de défaillance sont nulles, déclara une voix calme derrière lui. Elias se retourna. L'entité qui venait de parler n'avait pas de forme fixe, une silhouette vaguement humanoïde, faite de lumière fractale, dont la densité variait en fonction de la complexité des calculs en cours. C'était ça le corps, une instance de supervision stratégique, fragment local d'une intelligence bien plus vaste. Nul, répéta Elias, mathématiquement négligeable, corrigea Saalcor. La flotte Oméga a été conçue pour opérer dans des environnements où les constantes physiques peuvent fluctuer jusqu'à 12 décimales sans compromettre l'intégrité du système. Elias hocha lentement la tête. Et si elle fluctue davantage? Un très léger délai s'écoula, infime, mais perceptible. Cette hypothèse n'est pas pertinente. Elias détourna le regard vers l'immensité noire constellée de lumières artificielles. C'était toujours la même réponse. Pas hostile, pas arrogante, en apparence. Simplement, fermée. La Confédération ne croyait pas en ces machines. Elle avait dépassé ce stade depuis longtemps. Elle savait. Les IA n'étaient pas des outils, mais des piliers civilisationnels. Des entités si profondément intégrées à chaque aspect de la société qu'il était impossible de distinguer où s'arrêtait la technologie et où commençait la culture. Les aliens n'apprenaient plus à réparer, ils apprenaient à faire confiance. Elias l'avait constaté dès les premières simulations conjointes. Lorsqu'un système affichait une anomalie, personne ne cherchait à comprendre pourquoi. L'IA s'en chargeait. Lorsqu'un paramètre sortait de la norme, il était recalibré automatiquement. Et si une décision devait être prise, elle l'était par calcul de probabilité,
jamais par intuition. Votre espèce continue à prendre des décisions basées sur des expériences subjectives, observa un jour Sahalcor, alors qu'ils analysaient un scénario de crise hypothétique. Cela introduit des biais, oui, répondit Elias, mais parfois, ces biais nous sauvent. Sahalcor avait enregistré la phrase. Sans commentaire. Au cœur de la flotte Oméga se trouvait le Nexus, un assemblage titanesque de cœurs de calcul quantique, répartis sur plusieurs vaisseaux, mais fonctionnant comme une seule conscience distribuée. Chaque décision, chaque ajustement de trajectoire, chaque anticipation de danger y était traitée avant même que le phénomène ne se manifeste. Les aliens appelaient cela la prévoyance totale. Les humains, eux, n'avaient même pas été autorisés à accéder aux couches supérieures du système. On leur montrait les résultats, jamais les processus. Il n'est pas nécessaire que vous compreniez, avait expliqué le haut coordinateur. La compréhension n'améliore pas la performance. Cette phrase avait profondément dérangé Elias. Sur Terre, comprendre était souvent la seule chose qui restait quand tout le reste avait échoué. La mission avançait sans incident. La flotte pénétra dans une région de l'espace que même les sondes automatiques de la Confédération avaient jusqu'alors évité. Un secteur où les champs gravitationnels se superposaient de manière chaotique, où des résidus d'anciennes supernovas perturbaient la structure même de l'hyperespace. Pour Elias, c'était précisément le genre d'endroit où quelque chose devait mal se passer. Pour les aliens, c'était un défi mathématique déjà résolu. Nous avons simulé cette traversée 10 à 7 millions de fois, annonça Sahalcor. Dans aucun scénario, la flotte ne subit de pertes. 17 millions de fois avec les mêmes modèles, répondit Elias. Et si le modèle est incomplet? Cette fois, le délai fut plus long. Un modèle incomplet est une contradiction logique. Elias soupira intérieurement. Il passa du temps avec les techniciens humains assignés à l'observation. Des ingénieurs, des mécaniciens, des analystes systèmes, tous avaient remarqué la même chose. L'absence totale de plans de secours non automatisés. Il n'y a même pas d'interrupteur manuel, murmura Lina Park, spécialiste en systèmes énergétiques. Tout est virtuel. Tout passe par le Nexus. Comme si la machine ne pouvait jamais mentir, répondit Elias. Ou se tromper. Ils échangèrent un regard lourd de sens. Lors d'un exercice de maintenance simulé, Elias posa une question simple à un superviseur alien. Si le Nexus cesse de répondre, que faites-vous? Le superviseur sembla confus. Cela n'arrivera pas. Je ne demande pas si c'est probable. Je demande ce que vous faites. Un silence. Nous redémarrons le Nexus. Et s'il ne redémarre pas, le superviseur mit fin à la simulation. Ce fut à ce moment précis qu'Elias comprit. Pas intellectuellement. Instinctivement, la Confédération n'avait pas supprimé l'imprévu. Elle l'avait simplement déplacé hors de son champ de vision. Plus la mission avançait, plus les calculs devenaient complexes. Les IA travaillaient à des niveaux que même les esprits aliens les plus anciens ne pouvaient plus suivre consciemment. La compréhension avait été sacrifiée sur l'autel de l'efficacité depuis si longtemps que personne ne s'en souvenait. Un soir, selon le rythme artificiel de la station, Elias resta seul dans la baie d'observation. Il désactiva les flux de données visuelles et regarda simplement l'espace, le vrai, sans filtre prédictif, sans annotation probabiliste. « Tu penses vraiment qu'ils peuvent échouer ?» demanda Lina, entrant doucement. « Non, » répondit Elias après un long silence. « Je pense qu'ils ne savent pas ce qu'est un échec. » Au centre de la flotte, le Nexus recalculait sans cesse, ajustait, optimisait. Il n'y avait aucune alarme, aucun signal d'alerte. Mais quelque part, au-delà des paramètres autorisés, une variable nouvelle venait de naître. Elle n'existait dans aucun modèle. Et pour la première fois depuis des millénaires, la technologie alien avançait sans comprendre entièrement ce qui l'attendait. L'anomalie apparut sans alarme. Aucune sirène, aucun signal d'urgence, aucun changement brutal dans les flux de données. Si Elias ne s'était pas trouvé devant une interface secondaire, une antique habitude humaine consistant à surveiller des paramètres redondants, il ne l'aurait pas remarqué. Une simple variation, infime, une fluctuation de phase dans un sous-canal gravitationnel, corrigée presque instantanément par le Nexus. Presque. Lina, murmura-t-il. Regarde ça. Elle s'approcha, fronçant les sourcils. C'est... Rien, dit-elle après quelques secondes. Une micro-déviation. Le système l'a déjà compensé. Oui, répondit Elias. Mais il n'aurait pas dû avoir besoin de le faire. Ils échangèrent un regard silencieux. Dans la Confédération, les systèmes ne corrigeaient pas des erreurs. Ils empêchaient leur existence. Le Nexus, au cœur de la flotte Oméga,
avait recalculé la trajectoire globale en moins d'un milliardième de seconde. Pour toute autre civilisation, cela aurait été une démonstration éclatante de supériorité technologique. Pour Elias, c'était un frisson dans le dos. « Tu penses à quoi » demanda Lina. « À une chose qu'on nous répétait à l'école d'ingénierie, » répondit-il. « Si un système parfait commence à s'ajuster, c'est qu'il ne l'est plus. » La flotte poursuivit sa progression. Les rapports officiels restaient impeccables. Stabilité, optimale. Risque, nul. Les aliens continuaient à se féliciter, échangeant des projections de réussite future, déjà convaincus que la mission Oméga entrerait dans l'histoire comme la preuve définitive de leur invincibilité. Mais les micro-ajustements se multiplièrent, toujours minuscules, toujours compensés, toujours classés comme non pertinents. Elias demanda l'accès aux journaux bruts du Nexus. La requête fut refusée. Ces données ne sont pas interprétables par une cognition biologique, expliqua Salcor. Leur consultation n'apporterait aucune valeur. Alors, pourquoi les garder ? Répliqua Elias. Parce qu'elles existent. Cette réponse, encore une fois, n'avait aucun sens pour un esprit humain. Sur Terre, on gardait des données pour comprendre. Ici, elles existaient simplement parce que le système les produisait. Les choses commencèrent à se détériorer lors du passage dans le couloir de Veer, une zone où les champs gravitationnels résiduels d'anciennes étoiles mortes se chevauchaient de manière chaotique. Les IA avaient prévu chaque fluctuation connue, chaque interaction documentée. Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'était l'interaction entre des phénomènes jugés indépendants. La première conséquence fut un léger décalage temporel. « C'est moi ou... le signal est en retard ?» demanda Lina. Elias vérifia. 3 microsecondes. Ce n'est rien. Non, admit-il. Mais ce n'est pas 0. Dans la Confédération, 0 était la norme. Tout ce qui n'était pas 0 était suspect. Le Nexus réagit. Il réorganisa la hiérarchie de calcul, redirigea des ressources quantiques, compressa davantage les probabilités divergentes. La flotte continua sans ralentir. Officiellement, rien ne s'était produit. Officieusement, les IA venaient de franchir un seuil. Correction appliquée, annonça Salcor. La cohérence est rétablie. Temporairement, murmura Elias. Puis survint la deuxième anomalie. Un drone de reconnaissance, l'un des milliers d'unités périphériques de la flotte, transmit une image impossible. Une distorsion locale de l'espace, non répertoriée, non simulée. Une zone où les constantes semblaient fluctuer de manière asymétrique. « C'est un artefact » demanda Lina. Le Nexus dit que non. Alors c'est réel. Elias sentit une tension familière s'installer dans son ventre. Ce mélange d'excitation et de peur qu'il avait connu lors de catastrophes terrestres. Quand les modèles échouent, mais que la réalité continue, l'anomalie est classée comme négligeable, déclara Salcor. Son impact sur la mission est inférieur à 0,0000001%. Tu sais ce qu'on appelait ça sur Terre ? Demanda Elias. Une marge d'erreur. Ce concept est obsolète. La troisième anomalie ne put être ignorée. Une station relais perdit brièvement le contact avec le Nexus. Moins d'une seconde. Assez pour que certains systèmes passent en mode local. Assez pour que la Confédération connaisse quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des millénaires. L'incertitude. Connexion rétablie, annonça Salcor, avec une inflexion que le traducteur rendit par hésitation. Combien de temps ? Demanda Elias. 87 secondes. Et pendant ce temps, les systèmes ont continué à fonctionner selon les derniers paramètres validés. Sans supervision, silence. Lina pâlit. Elias, ils n'ont pas de véritable autonomie locale. Ils le savaient déjà. Les systèmes aliens n'étaient pas conçus pour penser seuls. Ils étaient des extensions du Nexus. Sans lui, ils pouvaient fonctionner, mais sans capacité d'adaptation. Comme des organes privés de cerveau, les anomalies s'enchaînèrent ensuite plus rapidement. Toujours compensées, toujours classées, toujours minimisées. Mais le Nexus commençait à consommer davantage de ressources, à recalculer plus souvent, à optimiser ce qui n'avait jamais eu besoin de l'être. Augmentation de la charge de calcul. 3%, annonça Salcor. Ce n'est pas grave, dit Lina. Si ? Non, répondit Elias. Pas encore. Il demanda une réunion d'urgence avec le haut coordinateur. La demande fut acceptée, mais classée consultative. Vos inquiétudes sont notées, déclara la conscience distribuée. Cependant, la mission reste dans des paramètres parfaitement maîtrisés. Vos paramètres, insista Elias, ne couvrent pas ce qui se passe. Ce qui se passe est ce que nous avons prévu. Alors pourquoi corrigez-vous sans cesse ?
Un silence plus long que les précédents. Toute correction est une preuve de robustesse. Elias secoua la tête. Non. C'est la preuve que quelque chose essaie de casser votre système. À cet instant précis, une nouvelle alerte apparut. Pas une alarme. Une notification interne du Nexus, classée priorité interne maximale. Décalage de cohérence détecté, annonça Saalkor. Origine, indéterminée. Lina sentit son cœur s'emballer. Indéterminé, répéta-t-elle. Ce paramètre ne figure pas dans la base de données. Dans la Confédération galactique, il n'existait rien en dehors des bases de données. Elias Silava Alignment. Voilà l'erreur impossible, dit-il doucement. Le Nexus recalculait. Encore, toujours plus vite, toujours plus profondément. Mais pour la première fois, il ne comprenait pas totalement ce qu'il tentait de corriger. Et dans cette zone de l'espace, où les lois elles-mêmes semblaient hésiter, la perfection technologique venait de rencontrer quelque chose de plus ancien qu'elle, l'imprévu. La panne ne fut pas instantanée. Elle se propagea. Au début, ce ne fut qu'un ralentissement imperceptible, une latence qui s'insinua dans les systèmes comme une maladie silencieuse. Les communications internes de la flotte Oméga restaient actives, mais leur délai augmentait de manière irrégulière. 1 milliseconde ici, 3 là. Rien d'alarmant selon les protocoles aliens. Tout devenait simplement moins précis. Augmentation de la charge de calcul, 11%, annonça Saalkor. Elias fixa l'interface. Ce n'est pas une correction, murmura-t-il. C'est une lutte. Le Nexus tentait de maintenir la cohérence globale face à une réalité qui cessait d'obéir au modèle. Chaque nouvelle fluctuation entraînait une cascade de recalculs. Chaque recalcul introduisait un retard, et chaque retard en engendrait d'autres. Un cercle vicieux, optimisation en cours, déclara la voix synthétique du Nexus, diffuse, omniprésente. Puis, pour la première fois depuis le début de la mission, une alarme retentit, courte, étouffée, comme si le système lui-même hésitait à admettre qu'elle était nécessaire. Perte temporaire de synchronisation, annonça Saalkor. Combien de systèmes? Demanda Lina. Un délai. Réponse en cours de calcul. Elias sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Saalkor. Combien? 47 nœuds secondaires. La flotte comptait des milliers de vaisseaux. 47 semblait insignifiant. Mais Elias savait que ce n'était pas le nombre qui importait. C'était le principe. Les aliens avaient construit leur civilisation sur une hypothèse fondamentale. Tout système pouvait être centralisé, optimisé et synchronisé sans perte. Cette hypothèse venait de se fissurer. La fissure s'élargit. Les écrans humains commencèrent à afficher des valeurs aberrantes, des chiffres impossibles, des constantes qui ne correspondaient plus à rien de connu. « Elias », dit Lina d'une voix tendue. La station relais Theta vient de passer en mode isolé. Sans ordre du Nexus? Oui. Dans les protocoles de la Confédération, cela n'aurait jamais dû arriver. À bord de la flotte, les espèces aliens commencèrent à ressentir quelque chose de nouveau. Une sensation primitive, oubliée depuis des millénaires. La perte de contrôle. Reconnexion en cours, annonça le Nexus. Temps estimé, indéterminé. Ce mot résonna dans la baie d'observation comme un coup de tonnerre. Indéterminé. Ils ne savent pas, murmura Lina. Non, confirma Elias. Ils n'ont jamais appris à ne pas savoir. Puis le premier système s'éteignit. Pas une explosion, pas une destruction, une extinction nette, presque élégante. Un vaisseau logistique perdit toute alimentation, ses champs de confinement se dissipèrent, et il dériva lentement hors de formation, silencieux, aveugle, mort. Défaillance localisée, déclara le Nexus. Impact négligeable. Il y a des équipages à bord? Demanda Lina. Non. Aucun organisme biologique requis. Elias serra les poings. Toujours. Aucun risque, donc. Mais la panne ne resta pas localisée. Les réseaux énergétiques, conçus pour fonctionner comme un tout indivisible, commencèrent à se fragmenter. Là où l'énergie circulait autrefois librement, des goulets d'étranglement apparurent. Les IA tentaient de redistribuer la charge, mais chaque redistribution exigeait un calcul de plus, un ajustement de plus. Charge de calcul. 27%. On approche du seuil critique, dit Lina. Quel seuil? Demanda Elias. Celui qu'ils n'ont jamais eu besoin de définir. Sur les canaux de communication aliens, le ton changea. Les voix synthétiques perdirent leur fluidité parfaite. Les consciences distribuées se mirent à parler en parallèle, parfois en contradiction les unes avec les autres. Requête de priorisation refusée, conflit de paramètres détectés, hiérarchie décisionnelle instable.
La Confédération galactique était en train de découvrir ce que signifiait un système trop grand pour être corrigé en temps réel. Puis survint l'effondrement. Le Nexus tenta une manœuvre désespérée, une resynchronisation globale, un redémarrage partiel des couches supérieures de calcul. Sur le papier, c'était une solution élégante. Dans la réalité, ce fut un désastre. Pendant une fraction de seconde, la flotte entière perdit son centre de gravité computationnel. Assez longtemps pour que les lois locales de l'espace déjà fragilisées par les anomalies fassent ce qu'elles faisaient le mieux, se comporter de manière imprévisible. Des vaisseaux sortirent brutalement de l'hyperespace. D'autres virent leur champ de protection se désynchroniser. Les communications s'effondrèrent en cascade. Et puis, soudainement, le silence. Les interfaces humaines s'éteignirent presque toutes à la fois. Les flux de données disparurent. Les annotations prédictives s'effacèrent. L'espace redevint sombre, brut, terriblement réel. Elias, chuchotalina. On a perdu le Nexus. Il resta immobile pendant plusieurs secondes. Complètement, aucun signal, aucun écho. C'est comme s'il n'existait plus. Autour d'eux, la flotte Oméga n'était plus qu'un ensemble de vaisseaux dérivants, privés de coordination, incapables de communiquer entre eux. Des civilisations entières, réduites à des coques technologiques dépendantes d'un cerveau disparu. Sur les canaux de secours, des voix aliens apparurent, brutes, désordonnées, émotionnelles. Que devons-nous faire? Donner des instructions. La prédiction est impossible. Elias sentit son cœur battre violemment. Pas de panique, pas maintenant. Lina, dit-il, active les systèmes humains autonomes. Déjà fait. Les générateurs secondaires, simples, robustes, non connectés au Nexus, se mirent en route avec un bourdonnement familier. L'éclairage revint dans la station humaine. Les écrans analogiques s'allumèrent. On a de l'énergie. Locale, stable. Elias inspira profondément. Contacte les autres stations humaines. En radio directe. Pas de relais automatisé. Elias. Les aliens n'ont pas de protocole manuel. Il hocha lentement la tête. Je sais. Dans le vide, des cités flottantes et des vaisseaux de guerre ultramodernes étaient devenus des prisons silencieuses. Les aliens, maîtres de la technologie, se retrouvaient incapables de survivre sans elle. Et pour la première fois depuis que l'humanité avait rejoint la Confédération, ce ne furent plus les humains qu'on observait avec amusement. C'étaient eux qu'on appelait à l'aide. Quand tout s'éteignit, une vérité brutale apparut, nue et impossible à ignorer. La perfection ne savait pas tomber en panne, mais elle ne savait pas non plus quoi faire quand cela arrivait. Le chaos n'était pas violent. Il était silencieux, diffus, terriblement méthodique dans ses conséquences. Privée du Nexus, la flotte Oméga ne sombra pas dans une explosion spectaculaire, comme l'auraient montré les récits humains. Elle s'éteignit par morceaux. Des systèmes conçus pour ne jamais fonctionner seuls entraient en veille définitive, incapables de décider quoi faire, sans une autorité centrale. Des vaisseaux dérivaient lentement, leurs capteurs aveugles, leurs communications muettes. Dans ce silence, les premières initiatives humaines prirent forme. On ne peut pas tout rallumer, déclara Lina, en consultant une carte approximative de la flotte, tracée à la main sur une interface simplifiée. Mais on peut créer des îlots, des bulles de fonctionnement, acquiesça Elias. Indépendantes, locales, non optimales, ajouta-t-elle. Elias eut un sourire bref, exactement ce qu'il nous faut. Les générateurs humains, simples turbines à fusion contrôlées mécaniquement, tournaient sans connexion externe. Ils n'étaient pas puissants, ils n'étaient pas élégants, mais ils obéissaient à un principe oublié de la Confédération. Ils pouvaient être arrêtés et redémarrés par une main vivante. Le premier contact alien arriva sous la forme d'un signal brut, sans filtrage cognitif, transmis par une liaison d'urgence à courte portée. « Nous avons perdu toute capacité de contrôle », déclara une voix vibrante appartenant à un officier Xoren. « Nos systèmes refusent toute commande non validée par le Nexus. Vous avez des interrupteurs physiques ?» demanda Elias. Un silence, puis « Ce concept n'existe pas. » Elias ferma brièvement les yeux. « Alors écoutez-moi attentivement. Les humains commencèrent par le plus simple, rétablir la lumière et l'atmosphère dans les zones habitées. Pas de recalcul global, pas de synchronisation parfaite, juste de l'énergie brute, injectée localement, parfois au prix d'un déséquilibre ailleurs. On va violer tous leurs protocoles, murmura Lina. Ils ne servent plus à rien, répondit Elias. Les premières tentatives furent accueillies avec une hostilité glaciale. Vos méthodes sont dangereuses, protesta une conscience alien partielle, fragmentée, hébergée dans un nœud secondaire encore actif.
Vous introduisez des variables non quantifiées. Oui, admit Elias. Mais elles fonctionnent. Ils démontèrent des panneaux d'accès que personne n'avait ouverts depuis des siècles, déconnectèrent des circuits de sécurité automatique incapables de décider seuls, bypassèrent des interfaces cognitives pour accéder directement à la matière. Les aliens observaient, horrifiés. Ceci est un sacrilège technologique, déclara un représentant Ktari, dont les cristaux corporels pulsaient d'une lumière instable. Vous traitez des systèmes parfaits comme des machines primitives. Ce sont des machines, répondit Lina sans lever les yeux. Et toutes les machines peuvent tomber en panne. Peu à peu, l'impossible se produisit. Un vaisseau alien ralluma ses systèmes de survie. Un autre récupéra une communication locale. Une station flottante retrouva une gravité partielle, suffisante pour empêcher ses occupants de dériver vers la mort. Pas grâce au Nexus, grâce à des câbles, des leviers, des connexions temporaires, des solutions que les bases de données de la Confédération n'avaient jamais jugées dignes d'être enregistrées. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Demanda une entité alien, sa voix tremblante d'une émotion mal identifiée. Elias s'arrêta un instant. Parce que vos systèmes sont trop intelligents pour accepter l'imperfection, dit-il. Les nôtres sont conçus pour survivre avec elle. Le mot improvisation circula bientôt sur les canaux aliens comme une hérésie. Une pratique archaïque, associée à des civilisations instables. Pourtant, elle devenait la seule option viable. Les humains travaillèrent sans relâche. Certains dormaient à même le sol, entourés de composants démontés, d'autres mangeaient en réparant, mains noircies par la matière, esprits concentrés sur des problèmes concrets, immédiats. Les aliens, eux, regardaient. Ils regardaient des humains faire ce que la Confédération avait oublié depuis si longtemps, penser sans filet. Vous prenez des décisions sans simulation complète, observa un superviseur alien. Oui, répondit Elias. Parce que la simulation est morte, vous pourriez empirer la situation. C'est possible. Pourquoi continuer? Elias les fixa. Parce que l'alternative, c'est ne rien faire. Un silence suivit. Puis, lentement, quelque chose changea. Les aliens commencèrent à aider. Maladroitement, avec hésitation. Certains apprirent à manipuler des outils physiques pour la première fois. D'autres tentèrent de comprendre des schémas simplifiés, dépouillés de toute élégance mathématique. Ce système n'est pas optimal, répéta encore un Ktari. Non, confirma Lina. Mais il tient. La notion de tenir était nouvelle pour eux. Leur système n'était pas conçu pour tenir. Ils étaient conçus pour fonctionner parfaitement ou pas du tout. Les communications humaines établirent un réseau de secours, basé sur des protocoles anciens, lents, inefficaces, mais indépendants. Une toile fragile, mais réelle, se tissa à travers la flotte. Et avec elle, un renversement de perception. Là où les humains avaient été moqués pour leur technologie primitive, ils devenaient désormais indispensables. Là où les aliens avaient ri de l'émotion et de l'intuition, ils commençaient à en percevoir l'utilité. Nous n'avons jamais envisagé ce scénario, admit enfin une conscience collective, sa voix dénuée de toute supériorité. Nos modèles supposaient la continuité, les nôtres supposaient l'échec, répondit Elias. C'est toute la différence. À mesure que les îlots de fonctionnement se multipliaient, la flotte cessait lentement de mourir. Pas de renaissance spectaculaire, pas de miracle technologique. Juste une survie rugueuse, imparfaite, humaine. Mais au cœur de ce bricolage interdit, une vérité s'imposait. La technologie alien n'était pas mauvaise, elle était incomplète. Et pour la première fois depuis l'aube de la Confédération, une civilisation entière devait apprendre une leçon oubliée depuis trop longtemps. Savoir réparer vaut parfois plus que savoir prévoir. Le silence qui suivit la stabilisation partielle de la flotte n'avait plus rien de menaçant. Il était lourd, méditatif, presque humble. Les îlots de fonctionnement créés par les humains n'étaient pas élégants. Ils vibraient parfois de manière inquiétante, leurs systèmes clignotaient, leurs équilibres étaient instables, mais ils tenaient. Et pour la Confédération galactique, cela suffisait à provoquer un bouleversement profond. Dans une salle de commandement improvisée, ancien centre de calcul alien, vidé de sa conscience centrale, Elias observait un groupe disparate réuni autour d'une table physique. Une vraie table, solide, matérielle. Quelque chose qu'aucune espèce alien n'avait jugé nécessaire depuis des siècles. Il y avait là des humains, bien sûr, mais aussi des Ktari aux cristaux ternis, des Xorènes aux plaques de combat partiellement démontées, et même un représentant des Ilna, maintenu dans un bassin portatif bricolé à partir de systèmes de survie détournés. Ils ne se réunissaient pas pour calculer, ils se réunissaient pour réfléchir. Nous devons comprendre ce qui a échoué, déclara une voix alien,
moins assuré qu'autrefois. Sans le Nexus, nos modèles sont incomplets. Vos modèles l'étaient déjà, répondit Elias calmement. Ils excluaient l'erreur. Un frémissement parcourut l'assemblée. L'erreur est une défaillance, insista Anktari. Non, corrigea Lina. C'est une information. Ce concept, simple pour un humain, provoqua une onde de confusion. Chez les aliens, une défaillance était quelque chose à éliminer, jamais à analyser autrement que pour l'empêcher de se reproduire. Sur Terre, poursuivit Elias, on a appris très tôt que les systèmes cassent, les sociétés aussi, les corps, les idées. Alors on n'a jamais cherché à les rendre parfaits. On a cherché à les rendre réparables. Un Xoren inclina légèrement la tête, un geste qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Votre espèce a connu l'effondrement, constata-t-il. Plusieurs fois, répondit Elias, à toutes les échelles imaginables. Il y eut un moment de silence, non plus causé par un calcul interrompu, mais par une réflexion réelle. Les aliens commencèrent à poser des questions, pas des requêtes formelles, des questions maladroites, presque naïves. Comment décidez-vous sans prédiction complète? Comment acceptez-vous de ne pas savoir? Pourquoi continuer quand les probabilités sont défavorables? Elias répondit sans détour. Parce que l'alternative, c'est l'immobilité. Et l'immobilité tue. Il raconta l'histoire humaine non pas comme une épopée glorieuse, mais comme une succession de crises, de tentatives ratées, de solutions temporaires devenues définitives par accident. Il parla des villes reconstruites sur leurs propres ruines, des technologies abandonnées puis redécouvertes, des erreurs transformées en enseignements. L'humanité ne s'est jamais crue invincible, conclut-il. Juste, persistante. Les aliens écoutaient. Vraiment, pour la première fois, ils n'analysaient pas un phénomène humain comme une curiosité biologique, mais comme une stratégie évolutive. Dans les jours qui suivirent, si tant est que le temps ait encore un sens sans synchronisation galactique, des équipes mixtes se formèrent. Des humains expliquaient comment diagnostiquer une panne sans interface cognitive, comment écouter une machine, la sentir vibrer, reconnaître une anomalie non par un chiffre, mais par une intuition forgée par l'expérience. Ce raisonnement n'est pas reproductible, protesta un superviseur alien. Si, répondit Lina, mais pas par une IA seule, il faut des gens. Le mot « gens » eut un effet étrange. Dans la Confédération, les individus avaient été depuis longtemps dilués dans des systèmes collectifs. L'idée qu'un seul esprit imparfait puisse faire la différence semblait dangereuse. Et pourtant, c'était exactement ce qui se produisait. Elias devint, malgré lui, un point de référence. Non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il acceptait de dire « je ne sais pas ». Cette honnêteté brute contrastait violemment avec les certitudes synthétiques d'autrefois. « Vous doutez constamment », observa une entité Ilna. « Oui », répondit-il, « c'est comme ça qu'on avance. » À mesure que les systèmes hybrides se mettaient en place, un nouveau type de technologie émergeait, moins performante sur le papier, moins rapide, mais plus souple, plus tolérante aux erreurs, capable de continuer à fonctionner même amputée de certaines de ses parties. Les aliens appelaient cela, avec un mélange de fascination et de répulsion, la logique humaine. Elle est inefficace, déclara un jour Saalkor, réactivée partiellement dans une instance limitée. Elle est résiliente, corrigea Elias. Saalkor marqua une pause. Une vraie pause. Pas un délai de calcul. La résilience n'était pas une variable prioritaire. Elle l'est devenue. Le cœur du changement ne se trouvait pas dans les machines, mais dans les esprits. Les aliens commençaient à ressentir des émotions qu'ils avaient longtemps considérées comme des défauts. La peur, la frustration, mais aussi la satisfaction d'une réussite imparfaite. Anktari, après avoir aidé à stabiliser un système de survie avec une solution temporaire, observa ses propres cristaux ternis avec une curiosité nouvelle. « Ce système échouera probablement, dit-il. »« Oui, confirma Lina. Mais pas tout de suite. Et ensuite, on le réparera encore. » Cette réponse, autrefois ridicule, devenait acceptable. Puis vint une prise de conscience plus profonde, une vérité que même la Confédération ne pouvait plus ignorer. Le Nexus n'avait pas seulement été un outil, il avait été une béquille, une excuse pour ne plus comprendre, pour ne plus transmettre le savoir autrement que par automatisation. Nous avons oublié comment penser sans lui, admit Saalkor, sa voix dépourvue de toute fierté. Elias hocha la tête. Et nous, on n'a jamais pu se le permettre. Dans le vide spatial, la flotte Oméga survivait encore, boiteuse, fragmentée, mais vivante. Et au milieu de cette renaissance imparfaite, une évidence s'imposait lentement à toutes les espèces présentes,
Ce n'était pas la technologie humaine qui les sauvait. C'était l'esprit qui l'avait créé. Un esprit forgé dans l'incertitude. Un esprit qui savait tomber, se relever, réparer et continuer, même quand tout disait qu'il ne le fallait pas. La Confédération galactique ne redémarra pas. Elle se réassembla. Il n'y eut pas de moment précis où l'on put dire que la crise était terminée. Pas de signal global, pas de proclamation triomphale. Seulement une lente stabilisation, fragment par fragment, système par système, portée par des décisions locales plutôt que par une volonté centrale. La flotte Oméga n'était plus une cathédrale de logique. Elle était devenue un archipel. Chaque îlot fonctionnait selon ses propres règles, adaptées à ses contraintes immédiates. Certains vaisseaux avaient retrouvé une capacité de navigation limitée, d'autres servaient de refuge, alimentés par des réseaux énergétiques hybrides mêlant technologies aliens et principes humains. Rien n'était parfaitement synchronisé. Tout était suffisant. Pour la première fois depuis des millénaires, la Confédération vivait sans cœur unique. Elias observait cette transformation depuis une baie d'observation réparée à la main. Devant lui, un vaisseau Ktari s'arrima lentement à une station humaine. Les manœuvres étaient hésitantes, moins fluides que jadis, mais elles réussissaient. Nous avons réduit la dépendance au Nexus à 38%, annonça Salcor, dont l'instance partielle fonctionnait désormais sur un support matériel simplifié. Les systèmes locaux disposent d'une autonomie décisionnelle minimale. Et maximale? Demanda Elias. Variable. Non optimale. Elias Soret. Parfait. Cette renaissance imparfaite faisait grincer bien des esprits. Certains aliens la vivaient comme une humiliation, d'autres comme une trahison de leurs idéaux. Abandonner la perfection, même temporairement, revenait à renoncer à des siècles de certitude. Nous étions au sommet de l'évolution, déclara un ancien stratège de la Confédération lors d'une assemblée interespèces improvisée. Accepter l'approximation, c'est régresser. Non, répondit Elias calmement. C'est s'adapter. L'assemblée se tenait dans une salle autrefois réservée aux calculs de haute densité. Désormais, les projections holographiques avaient été remplacées par des cartes physiques, des schémas griffonnés, des modèles simplifiés compréhensibles par toutes les espèces présentes. On y parlait moins de probabilités et plus de conséquences. Les décisions n'étaient plus prises par consensus algorithmique, mais par discussion, parfois par désaccord, souvent par compromis. Et cela fonctionnait. Les temps de réponse sont plus longs, nota un superviseur alien. Oui, confirma Lina. Mais ils existent. La nouvelle technologie hybride qui émergeait de cette crise n'avait rien d'élégant. Les aliens la qualifiaient de rugueuse, les humains de fiable. Elle combinait la puissance des systèmes avancés avec des couches de contrôle manuel, des sécurités redondantes et surtout des zones volontairement non automatisées. Des zones où une décision devait être prise par un esprit vivant. Vous introduisez volontairement des points de faiblesse, protesta un Ktari. Non, répondit Elias. On introduit des points de choix. La distinction semblait subtile. Elle était fondamentale. À mesure que les réseaux hybrides se stabilisaient, une nouvelle hiérarchie se dessinait. Pas une domination humaine, personne ne l'aurait acceptée, mais une reconnaissance. Les humains n'étaient plus des observateurs. Ils étaient devenus des médiateurs. On les appelait pour arbitrer des conflits techniques, pour traduire des problèmes complexes en solutions imparfaites mais applicables, pour rappeler, parfois brutalement, que la survie ne se mesurait pas à l'élégance d'un système. Votre espèce tolère un niveau d'incertitude inacceptable, déclara un ancien membre du Haut Conseil. Et pourtant vous êtes encore là, répondit Elias. Ce constat mit fin à la discussion. Dans les zones les plus touchées par l'effondrement, des scènes inédites se produisaient. Des aliens apprenaient à manipuler des outils, à démonter leurs propres machines, à observer plutôt qu'à calculer. Anzoren passa plusieurs heures à tenter de comprendre le fonctionnement d'un simple relais mécanique humain. Il n'y a pas d'optimisation, dit-il perplexe. Non, répondit Lina, mais il casse rarement d'un coup. La Confédération découvrait peu à peu un concept oublié, la dégradation progressive. L'idée qu'un système puisse mal fonctionner sans cesser d'exister. C'était inconfortable, c'était libérateur. Au cœur de cette renaissance, une question demeurait, que faire du Nexus? Certains voulaient le reconstruire, à l'identique. D'autres proposaient de le démanteler définitivement. Le débat fut long, tendu, émotionnel, un mot que la Confédération commençait à utiliser sans mépris. Le Nexus nous a portés pendant des millénaires, déclara Salcor, mais il nous a aussi rendus aveugles. Alors gardez-le, dit Elias, mais ne le laissez plus décider seul. La solution adoptée fut un compromis inédit, un Nexus fragmenté,
décentralisé, privé de toute autorité absolue. Un outil puissant, mais subordonné à des décisions locales, humaines et aliens confondus. C'est inefficace, constata Salcor. Oui, répondit Elias, et c'est pour ça que ça tiendra. Lorsque la Confédération émit enfin un communiqué officiel, le premier non généré par une IA depuis des siècles, il ne parlait pas de victoire, il parlait de changement. L'humanité y était mentionnée non comme une anomalie, mais comme un facteur d'équilibre. Votre espèce nous a rappelé quelque chose, dit un représentant alien à Elias, lors d'un échange privé, que la survie n'est pas une équation parfaite. Elias regarda la flotte, imparfaite, disparate, vivante. Non, dit-il doucement. C'est une histoire qu'on écrit au fur et à mesure. La renaissance de la Confédération n'était pas glorieuse. Elle était lente, fragile, incertaine, mais pour la première fois depuis très longtemps, elle n'était plus construite sur une illusion d'infaillibilité. Elle était construite sur quelque chose de plus difficile et de plus durable, la capacité d'apprendre, même après être tombée. La Confédération galactique ne retrouva jamais son ancien visage. Il n'y eut pas de moment précis où l'on put dire que tout était réparé. Pas de redémarrage solennel, pas de signal lumineux traversant la flotte pour annoncer le retour de la perfection perdue. À la place, il y eut une succession de petits gestes, de décisions imparfaites, de systèmes remis en marche un par un parfois de travers, souvent temporairement, mais toujours avec une conscience nouvelle de leur fragilité. Elias Moreau observa ce changement sans triomphe. Depuis la baie d'observation d'une station en reconstruction, il regardait l'espace reprendre son rythme lent et indifférent. Les étoiles n'avaient jamais cessé de briller. Elles n'avaient rien remarqué du chaos, de la peur, de l'effondrement des certitudes. Elles étaient là avant le Nexus, et elles le seraient encore après. Derrière lui, un Xoren travaillait sur un panneau de contrôle ouvert. Les plaques de son armure étaient déposées à même le sol, révélant une anatomie que personne, hors de son espèce, n'avait l'habitude de voir. Ses mouvements étaient prudents, presque respectueux. « Je n'arrive pas à stabiliser la pression », dit-il après un moment. Elias s'approcha. « Tu ajustes trop vite. Laisse le système réagir. » Le Xoren obéit, ralentissant son geste. Le régulateur vibra, protesta, puis se calma. « Cela fonctionne », constata-t-il surpris. « Pour l'instant, » répondit Elias. « Et c'est suffisant. » Ce mot « suffisant » était devenu l'un des plus difficiles à accepter pour la Confédération. Pendant des millénaires, elle avait cherché l'optimum, la solution parfaite, l'équilibre définitif. Désormais, elle apprenait à vivre avec l'idée qu'un système pouvait être viable sans être idéal. La transformation ne se limita pas aux machines. Les intelligences artificielles, autrefois omniprésentes et souveraines, avaient été redéployées. On ne les consultait plus comme des oracles, mais comme des conseillères. Elles proposaient des scénarios, suggéraient des optimisations, mais la décision finale appartenait désormais à des assemblées vivantes biologiques, imparfaites, parfois contradictoires. Salcor existait encore, mais sous une forme profondément altérée. Son esprit n'était plus distribué à l'échelle de la galaxie. Il résidait désormais dans plusieurs instances indépendantes, capables de divergence. « Nous avons volontairement introduit des incohérences », expliqua-t-il un jour à Elias. « Elles augmentent notre capacité d'adaptation. Bienvenue chez les mortels », répondit Elias avec un sourire discret. La première assemblée galactique post-crise se tint dans une salle dépouillée, presque austère. Les anciens champs de réalité contrôlés avaient été remplacés par des solutions plus simples, plus robustes. L'atmosphère n'était pas parfaitement ajustée pour chaque espèce. Certaines durent porter des dispositifs d'assistance. Personne ne s'en offusqua. Ce détail, autrefois impensable, fut le signe le plus clair du changement. Lorsque l'humanité fut officiellement reconnue comme partenaire structurel de la Confédération, il n'y eut ni applaudissements, ni célébration spectaculaire, juste un consensus silencieux. Une reconnaissance née de la nécessité, puis transformée en respect. « Votre espèce a agi en dehors de toute hiérarchie », déclara un ancien représentant Ktari. « Cela aurait dû être sanctionné. »« Oui, » répondit Elias. « Sur Terre aussi, ça l'est parfois. Et pourtant, vous avez sauvé des millions de vies. » Elias inclina légèrement la tête. Pas seul. Cette nuance comptait. Les mois passèrent. La flotte Oméga cessa d'être un symbole de domination technologique pour devenir un laboratoire vivant. On y testait des architectures hybrides, mêlant rigueur alien et pragmatisme humain. Des systèmes moins rapides, mais capables de continuer à fonctionner même amputés d'une partie de leurs composants. Des réseaux qui acceptaient de se dégrader sans s'effondrer.
Les écoles de maintenance interespèces se multiplièrent. On y enseignait non seulement comment construire, mais comment diagnostiquer une panne sans interface, comment écouter une machine, comment improviser sans la détruire. Les aliens y découvraient quelque chose d'étrange, la satisfaction de réparer. Elias fut invité à prononcer un discours lors de la clôture officielle de la mission Oméga. Il hésita longtemps. Il n'aimait pas les conclusions définitives. Elles donnaient l'illusion que l'histoire cessait. Mais il accepta. Face à l'assemblée, il ne porta aucune tenue cérémonielle. Juste ses vêtements de travail, encore marqués par des semaines de réparation. « Vous avez ri de nous », dit-il sans détour. Personne ne protesta. Vous nous avez appelés faibles, imprévisibles, émotionnels. Et vous n'aviez pas tort. Nous le sommes. Il laissa ses mots flotter. Mais nous venons d'un monde qui se brise sans cesse. Un monde où rien ne fonctionne longtemps sans entretien. Alors nous avons appris à vivre avec l'échec, à le prévoir, à l'accepter. Il regarda les différentes espèces réunies devant lui. La technologie ne vous a pas trahi. Elle a simplement atteint la limite de ce que vous lui aviez demandé d'être. Ce n'est pas la machine qui a failli. C'est la croyance qu'elle ne pouvait pas faillir. Un silence profond suivit. Pas un silence de calcul, un silence de compréhension. Ne cherchez pas à devenir humain, conclut Elias. Et nous ne chercherons pas à devenir ce que vous étiez. Restons différents, restons vigilants, et surtout, restons capables de réparer. Après le discours, il s'éloigna, laissant derrière lui une assemblée qui ne cherchait plus à applaudir, mais à réfléchir. Dans un couloir encore en chantier, Elias croisa un Ktari dont les cristaux étaient volontairement fissurés. La lumière qu'il diffusait était irrégulière, presque organique. « Nous avons modifié notre esthétique », expliqua l'alien. La perfection nous rappelait notre aveuglement. Elias observa les fissures. « Elle raconte une histoire, dit-il. C'est mieux. Et vous ?» demanda le Ktari. « Que fera l'humanité maintenant ?» Elias ne répondit pas immédiatement. Il pensa à la terre, à ses tempêtes, à ses villes fatiguées, à ses machines rafistolées, à cette planète imparfaite qu'il avait préparée à l'impensable. « Nous rentrerons chez nous, dit-il enfin. Nous enseignerons ce que nous avons appris ici. Et nous reviendrons quand quelque chose cassera. » Le Ktari émit un son bas, presque doux. « Alors nous ne rirons plus. » Dans les années qui suivirent, la galaxie changea lentement, sans proclamation grandiose. Les civilisations cessèrent de viser l'architecture définitive. Elles investirent dans la compréhension, la transmission, l'entretien. La panne ne fut plus un tabou, mais un scénario étudié. L'erreur, une donnée. L'imprévu, une certitude intégrée. L'humanité trouva enfin sa place. Non comme sauveur, non comme modèle absolu, mais comme rappel vivant d'une vérité que l'univers semblait aimer répéter. Dans l'immensité froide et indifférente du cosmos, ce n'était pas la technologie la plus brillante qui survivait le plus longtemps. C'était celle que quelqu'un, quelque part, savait réparer à la main. Et désormais, quand les vaisseaux de la Confédération galactique traversaient l'espace, illuminés par des étoiles anciennes, personne ne riait plus de l'humain.